Chancellor Merz. Quand je vous ai adressé une lettre ouverte il y a 6 mois, j'ai exhorté l'Allemagne à privilégier la diplomatie avec la Russie plutôt que la banalisation de la guerre. 6 mois plus tard, la situation en Europe s'est dramatiquement aggravée. L'Europe et la Russie glissent vers une guerre ouverte. Et dans cette dérive, chancelier, votre responsabilité est unique. Aucun dirigeant européen, ni à Paris, ni à Varsovie, ni à Rome, n'occupe la position que détient l'Allemagne, ni ne possède le pouvoir que vous détenez personnellement pour interrompre cette catastrophe. Allez-vous tenter de faire la paix? Vous-même, avec la première ministre Meloni et le président Macron, avez appelé, en janvier 2026, à relancer les relations entre l'Europe et la Russie, en décrivant la Russie comme un pays européen. Pourtant, vous n'avez pas poursuivi la voie diplomatique. Alors que l'avenir de l'Europe est en jeu, c'est une abdication du leadership tout à fait extraordinaire. Pendant vos mois à la chancellerie, avez-vous tenté un seul dialogue de fond avec le président Poutine? Votre ministre des Affaires étrangères a-t-il, lui, engagé un véritable échange avec le ministre Lavrov? Je parle de vraies conversations, de celles qui ont mis fin à la guerre froide. Or, d'après tout ce que montre le dossier public, la réponse est non, pas une seule fois, et ce n'est pas faute d'avoir compris l'urgence de la situation. Ces derniers jours ont marqué une dangereuse accélération qui devrait retenir l'attention de chaque Européen. Les 2 capitales sont désormais sous des attaques continues. Des drones ukrainiens à longue portée ont frappé en plein cœur de Moscou, y compris des sites civils. En retour, les frappes de missiles et de drones russes contre Kiev se sont fortement intensifiées. Des drones ukrainiens ont pénétré dans l'espace aérien des États baltes, faisant planer le risque immédiat d'un incident qui pourrait entraîner l'Europe directement dans la guerre. Une frappe ukrainienne terrible contre une école de garçons à Lugansk a encore réduit ce qu'il restait de retenue. Et le 25 mai, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, agissant sur instruction du président Poutine, a officiellement informé le secrétaire d'État américain que les forces armées russes lançaient désormais des frappes systématiques et soutenues contre des installations et des centres de décision à Kiev. Le ministère russe des Affaires étrangères a d'ailleurs conseillé aux États-Unis et à d'autres pays de veiller à l'évacuation de leur personnel diplomatique et de leurs autres ressortissants de la capitale ukrainienne. Ce message est le prélude à une escalade majeure. La diplomatie n'a jamais été aussi urgente. La meilleure façon de défendre l'Ukraine, ce n'est pas de poursuivre les massacres, mais de chercher la paix sur des bases acceptables pour toutes les parties. Au lieu de ça, nous faisons face à une escalade, plus de morts, plus de destruction, et la perspective bien réelle d'une guerre qui dépasse les frontières de l'Ukraine. En réclamant toujours plus d'armes, toujours plus de moyens militaires, et en multipliant les démonstrations de détermination, tout en laissant entendre que l'Allemagne se prépare à la guerre au lieu de travailler à y mettre fin, vous avez transformé Berlin en accélérateur plutôt qu'en frein d'une guerre à l'échelle européenne. La responsabilité de l'Allemagne, 6 points précis. L'Allemagne porte une responsabilité profonde dans la situation à laquelle elle est aujourd'hui confrontée. Avant que sa politique puisse être réorientée vers la paix, il faut regarder son passé en face, avec honnêteté. Je vais exposer ici 6 graves erreurs de la politique étrangère allemande à l'égard de la Russie depuis la réunification de l'Allemagne en 1990. D'abord, le traité 2+4 et l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Le 12 septembre 1990, à Moscou, l'Allemagne a signé le traité sur le règlement définitif concernant l'Allemagne, le traité 2+4, qui a achevé la réunification allemande. Ce traité a été rendu possible parce que Mikhaïl Gorbatchev avait reçu des garanties solennelles de la part de Hans-Dietrich Genscher, d'Helmut Kohl, de James Baker et d'autres dirigeants occidentaux, selon lesquels l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Les documents déclassifiés, notamment les mémorandums rendus publics par les archives de la sécurité nationale de l'Université George Washington, sont sans ambiguïté. Ces garanties ont bien été données
et elles étaient clairement destinées à l'époque à s'appliquer au-delà du territoire de l'ex-RDA, à l'Europe de l'Est. Ces assurances ont été réaffirmées tout au long de 1990 et 1991. Le traité 2+4 limite le déploiement des troupes de l'OTAN sur le territoire de l'ancienne RDA et rappelle les principes de l'acte final d'Helsinki qui souligne qu'aucune nation ne doit assurer sa sécurité au détriment d'une autre. Est-ce que quelqu'un de sérieux peut vraiment croire que l'Union soviétique se souciait de la présence de troupes occidentales en ex-RDA, mais restait indifférente à des armées de l'OTAN à Varsovie, à Vilnius ou à Kiev? Bien sûr que non. La question de l'élargissement de l'OTAN a été discutée en détail, et l'Allemagne avait donné aux dirigeants soviétiques des garanties explicites qu'il n'y aurait pas d'élargissement vers l'Est. Des garanties qui ont ensuite été rompues. L'Allemagne a été la principale bénéficiaire de ces engagements, qui constituaient la contrepartie de sa réunification. Et pourtant, dès 1993, les dirigeants allemands ont commencé à décourager ces violations de promesses. Deuxième point, le propre témoignage de la chancelière Merkel. Dans ses mémoires, Angela Merkel écrit avec une franchise saisissante qu'elle avait compris, au moment du sommet de Bucarest en 2008, qu'inviter l'Ukraine et la Géorgie à rejoindre l'OTAN reviendrait à déclarer la guerre à la Russie. Elle connaissait la ligne rouge de Moscou, et pourtant, elle a cédé à la pression américaine, en acceptant le communiqué de compromis, affirmant que l'Ukraine et la Géorgie deviendront membres de l'OTAN. Cette seule phrase a mis en marche les catastrophes de 2014 et de 2022. La franchise ultérieure de Merkel est un cadeau pour ses successeurs. Elle leur a dit clairement, avec ses propres mots, ce qui était compris à l'époque. L'Allemagne ne devrait pas aujourd'hui prétendre le contraire. Troisièmement, la trahison de l'accord du 21 février 2014. Ce jour-là, à Kiev, le ministre allemand des Affaires étrangères de l'époque, Frank-Walter Steinmeier, avec ses homologues polonais et français, a négocié un accord entre le président Yanukovych et l'opposition. Cet accord prévoyait un retour à la Constitution de 2004, la formation d'un gouvernement d'unité nationale et des élections présidentielles anticipées. Le président Poutine avait été consulté et l'accord avait été confirmé. C'était un véritable succès diplomatique, obtenu dans un contexte de violence extrême. Pourtant, moins de 24 heures plus tard, Yanukovych a été renversé de force par un coup d'État violent. L'Allemagne n'a pas défendu l'accord qu'elle venait pourtant de garantir. Au contraire, suivant la position des États-Unis, elle a soutenu le nouveau gouvernement comme si aucun accord n'avait jamais existé. Cette décision a convaincu Moscou qu'on ne pouvait pas faire confiance aux signatures occidentales. Quatrièmement, Minsk II. En février 2015, la chancelière Merkel a personnellement négocié Minsk II dans le format de Normandie et elle a promis le soutien politique de l'Allemagne à travers la déclaration d'appui adoptée à Minsk le 12 février 2015. Pendant 7 ans, la disposition politique essentielle, l'autonomie des régions du Donbass au sein d'une Ukraine souveraine, n'a jamais été mise en œuvre par Kiev. L'Allemagne n'a pas poussé Kiev à appliquer cette clause d'autonomie qu'elle avait pourtant défendue. Et Merkel a ensuite reconnu que l'accord avait servi de mesure d'attente pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Le président Hollande a dit la même chose. En d'autres termes, cette garantie n'en était pas une. C'était une manœuvre, encore une fois à la demande de Washington. Et une fois de plus, le message adressé à Moscou était clair. On ne peut pas faire confiance aux signatures occidentales. Cinquièmement, Nord Stream. Le 7 février 2022, dans la salle Est de la Maison-Blanche, le président Biden a déclaré, avec le chancelier Olaf Scholz à ses côtés, que, je cite, « Si la Russie envahit, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. » Quand on lui a demandé comment, il a répondu « Je vous le promets, nous en serons capables. » Les gazoducs ont été détruits 7 mois plus tard lors d'un acte de sabotage en mer Baltique. Les éléments disponibles, les enquêtes journalistiques menées aux États-Unis et en Allemagne, la piste suivie par le procureur fédéral allemand
et les déclarations publiques d'anciens responsables pointent très clairement vers une opération conjointe ukraino-américaine. Le gouvernement allemand le sait depuis longtemps. Et pourtant, l'Allemagne a laissé l'opinion publique attribuer la faute à la Russie, à rebours des preuves directes, tandis qu'un acte de sabotage industriel contre l'économie allemande est resté sans poursuite et sans réponse. 6e point. L'accord d'Istanbul d'avril 2022, qui était à portée de main. Quelques semaines seulement après l'invasion russe de février 2022, les négociateurs russes et ukrainiens s'étaient retrouvés à Istanbul pour discuter des termes d'un accord de paix. La neutralité de l'Ukraine en dehors de l'OTAN, des garanties de sécurité multilatérales, des limites convenues sur les troupes et une résolution politique à long terme. Des questions du Donbass et de la Crimée. L'accord était à quelques jours d'être signé. L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, l'un des médiateurs, a confirmé publiquement que l'accord était proche et que l'Occident, les États-Unis et le Royaume-Uni en particulier, étaient intervenus pour le bloquer. La mission du Premier ministre Boris Johnson à Kiev en avril 2022 pour demander à l'Ukraine de ne pas signer est un fait établi. Des centaines de milliers de vies ukrainiennes et russes, ainsi que l'ordre européen dans son ensemble, ont payé le prix de cette intervention américano-britannique. L'Allemagne, elle, n'a pas élevé la voix, alors même que c'est elle, plus que tout autre pays européen, qui a subi les conséquences économiques. La deuxième catastrophe, l'autodestruction économique de l'Allemagne. Votre première préoccupation doit être la paix. Le message venu de Moscou hier nous montre à quel point l'heure est tardive. Mais une deuxième catastrophe se déroule en parallèle de la première, la destruction délibérée de l'économie allemande, avec Berlin à la fois comme auteur et comme victime. L'économie industrielle de l'Allemagne s'est construite sur le commerce avec la Russie. La destruction de Nord Stream, puis la rupture des relations commerciales avec la Russie, ont obligé l'Allemagne à acheter du gaz naturel aux États-Unis à des prix plusieurs fois supérieurs à ceux du gaz russe acheminé par pipeline. C'est un suicide industriel. Le secteur chimique, la sidérurgie, l'industrie du verre, tous les fabricants à forte consommation d'énergie, les fondations mêmes du Mittelstand, perdent chaque jour en compétitivité internationale. Les emplois qualifiés quittent peu à peu l'économie allemande. Et le contribuable comme le consommateur allemand transfère une part considérable de la richesse nationale vers les producteurs américains de gaz à une échelle sans précédent dans l'Europe d'après-guerre. En plus de tout ça, le gouvernement allemand promet maintenant un immense renforcement de la défense, des centaines de milliards d'euros sur la prochaine décennie, pour se préparer à une guerre que la diplomatie pourrait facilement éviter. C'est une profonde erreur dans l'allocation des ressources nationales. Le vrai défi pour l'Allemagne, dans cette décennie, c'est sa compétitivité à l'ère du numérique. Chaque euro dépensé pour des chars, des missiles ou des obus d'artillerie, c'est un euro qui ne va pas dans la capacité de l'Allemagne en intelligence artificielle, dans la conception et la fabrication de puces, dans ses infrastructures énergétiques ou dans les réseaux numériques à très haut débit dont elle a besoin pour rester une grande puissance économique mondiale. La dure réalité, monsieur le chancelier, c'est qu'aucune sécurité achetée avec ces armes ne peut égaler celle que la diplomatie obtiendrait pour une fraction infime du coût. Et il n'y aura pas de prospérité sans les investissements numériques et énergétiques que cette course aux armements va évincer. Mowale. Chancelier Merz, plus que tout autre dirigeant européen, c'est entre vos mains que repose la question de savoir si l'Europe va sombrer dans une guerre générale ou si elle va revenir à la table des négociations et à une forme de raison économique. L'heure est très avancée. Le message officiel envoyé hier de Moscou à Washington le dit clairement. Je vous en prie, ouvrez un dialogue avec le président Poutine. Envoyez votre ministre des Affaires étrangères à Moscou ou invitez le ministre russe des Affaires étrangères à Berlin. Rouvrez les canaux de l'OSCE que l'Allemagne a laissé se détériorer et dites à Kiev de cesser ses frappes sur les cibles civiles.
Et surtout, dites la vérité au public allemand, qu'une paix négociée, fondée sur la neutralité de l'Ukraine, est la voie réaliste pour sortir de la catastrophe, et que rétablir une relation économique normale avec la Russie est la voie réaliste pour sortir du déclin industriel de l'Allemagne. Les conditions d'un accord acceptable que l'Allemagne pourrait proposer sont claires. Les combats s'arrêteraient sur une ligne d'armistice. Toutes les parties renonceraient à tout recours futur à la violence sur la question des frontières. L'Ukraine retrouverait sa neutralité et l'OTAN renoncerait définitivement à tout nouvel élargissement vers l'Est. L'Europe et la Russie rétabliraient leurs relations économiques et mettraient fin à la rhétorique belliciste. L'OSCE redeviendrait le forum central de la sécurité européenne, fondé sur le principe essentiel que la sécurité du continent est indivisible et non pas basée sur des blocs militaires qui divisent l'Europe. Dans le même esprit de paix, l'Allemagne réorienterait ses ressources nationales vers le numérique, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les investissements énergétiques dont dépend l'avenir économique du pays. L'histoire retiendra ce que vous ferez dans les semaines à venir et ce que vous ne ferez pas. Le public allemand aussi s'en souviendra, tout comme les peuples de Russie, d'Ukraine et plus largement d'Europe. Il est temps de faire de la diplomatie, monsieur le chancelier. Le choix vous appartient. Respectueusement, Jeffrey D. Sachs, professeur d'université à l'Université Columbia.